ce site-là, ce qui me plaît, c'est que c'est vraiment, on a un ensemble extraordinaire, quoi. Là, on a presque tout ce qu'on peut désirer voir, souhaiter voir. On l'a là, dans un seul site. Il y a des bergeries, il y a des cabanes, il y a des enclos, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux et c'est vraiment, c'est presque difficile à décrire. Tellement c'est beau, on va aller le voir. On est dans une zone de pastoralisme important. Cette zone de pastoralisme, elle s'étend de Saint-Vallier jusqu'à Saint-Janet. Hein. C'était vraiment toutes les préalpes grassoises ont connu pendant des siècles et des siècles une importance pastorale évidente. Et c'est vrai que c'est ce que l'on voit le plus souvent dans ces paysages, c'est ça, c'est ces murs de pierre qui sont vraiment les témoignages. Bon, ces murs ne sont pas venus tout seuls, quoi. Je veux dire, c'est vraiment les témoignages de la présence humaine dans ce paysage-là, de l'importance de la présence humaine, de la façon dont les hommes ont façonné ce paysage. Quand on est dans un territoire, la première chose qui se passe, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit autour de nous, c'est le paysage. Alors c'est le paysage à la fois en sens esthétique, de beauté, de spécificité. Ça a des couleurs, ça a des formes, c'est beau, c'est moche, voilà. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Et le paysage, c'est à la fois ce qu'on voit et puis tout ce qu'il y a derrière, ce qui a travaillé, qui a permis l'émergence d'un tel paysage. Et tout ça, bien, c'est l'activité humaine qui a, au cours des ans, au cours des siècles, structuré ce qui nous permet, dans un parc naturel régional, de dire c'est beau. J'ai très vite ressenti que l'agriculture doit s'adapter au territoire et ce n'est pas le territoire qui doit s'adapter à l'agriculture. Les personnes qui sont installées sur le territoire, qui ont développé des activités sur le territoire, l'opportunité de la mise en place d'un PNR, c'était quelque chose d'important pour eux parce que ça allait permettre d'avoir ce débat tant attendu sur qu'est-ce que sera ce territoire dans 50 ans, quoi, et quel est le projet pour ce territoire. Et donc je pense qu'il y a eu un grand élan de volonté de travailler à la construction de ce territoire par bon nombre de personnes qui vivent le territoire, qui travaillent sur le territoire, qui sont des personnes qui ont une dynamique sur ce territoire. Et donc d'échanger, de confronter les points de vue, c'était une opportunité fabuleuse ce PNR. Notre travail auprès du parc aujourd'hui, à travers l'association des Amis du Parc ou du Conseil de développement, il est clair que notre travail, c'est de dire, dans la charte, tout est écrit, il y a des portes potentielles, ne les laissons pas entrebâiller, ouvrons les portes en grand, quoi. Et c'est pour ça, voilà, il faut qu'il y ait de la concertation, il faut qu'il y ait du travail, avec de nouveaux acteurs, avec des gens qui ont des projets beaucoup plus ambitieux, quoi, pour ce territoire. C'est juste pour tous, pour qu'on ait en tête, hein. Je rappelle quand même que, rapidement, parce que c'est pas très long, c'était normal dans la demande de financement que vous avez vue, sur le tourisme durable, on a 4 axes. On a réflexion sur les voies de l'itinérance, donc c'est le travail qui est engagé. Mais dans la foulée, on doit faire une réflexion sur l'identification et la localisation des sites, des activités, des productions locales à valoriser à travers l'itinérance et sur les infrastructures. Le troisièmement, et c'est fondamental pour un conseil de développement et pour l'ensemble du projet, il faut absolument mettre en réseau tous les acteurs du territoire. Parce que ces boucles, elles passent trivialement par des restaurateurs et des hébergeurs, mais elles peuvent passer par des artistes, elles peuvent passer par des fermes aussi. Mais en plus, la richesse du projet, on essaye de vendre ça, c'est que pour une fois, sur un territoire donné, on met tout le monde autour de la table et tout le monde participe de ce projet-là. Les habitants, les associations, mais aussi les acteurs du terrain. C'est un conseil de développement qui est encore en culotte courte, je dirais. Il n'est pas très ancien, il a 5-6 ans d'existence. Mais dès sa création, il est assez atypique. Il est assez atypique parce que la façon dont il a été créé a facilité quelque part l'appropriation de cette instance qui a mobilisé donc, des personnes qui étaient volontaires pour réfléchir à la mise en place de cette instance.
et en quoi cette instance pourrait être utile au territoire, comment elle allait essayer de travailler de la manière la plus efficace et démocratique, on va dire, avec la population, avec les acteurs du territoire, et de manière aussi intelligente, à la fois avec les élus et les techniciens du parc. Le conseil de développement, effectivement, c'est plus qu'un partenaire, puisque ce sont les membres actifs de la société civile qui nous aident à répondre à toutes les attentes de tous nos administrés. Nous, on a le côté élu dont nous sommes tenus, in fine, de prendre des décisions, mais c'est surtout avec le soutien et l'analyse assez fine du Conseil du développement au départ. Ce sentier, il a été créé par les riverains, les villageois qui avaient besoin de descendre vers la Siagne pour exploiter des oliveraies, ou peut-être même pour aller au point d'eau, puisque à ce moment-là, il n'y avait pas d'eau dans le village. Il y avait une source en contrebas, et puis après, il y avait des jardins potagers près de la Siagne, sur des terrains irrigables. Et l'objectif, c'est la réhabilitation de ces routes, disons, pour qu'il soit facile, disons, de relier à pied, à vélo éventuellement, ou à cheval, disons, les différentes communes. Ce projet est fortement soutenu, disons, par le Conseil de développement, dans le cadre, disons, d'un plus grand projet qui est le projet Itinérance. Moi, j'ai en tête, disons, quand même, disons, des exemples, disons, de chemins qui sont excellents, et à un certain moment, on a envie, disons, de faire un tour, et ce n'est pas possible, disons, il y a un blocage. Donc quel intérêt il y a à créer d'autres circuits quand on connaît déjà la problématique de l'entretien, de la signalétique, des propriétés privées, donc du balisage, etc., etc. Si on arrivait à améliorer cette infrastructure de réseau de route, il y a par la suite beaucoup d'initiatives individuelles, disons, qui pourront se faire. L'atout qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que par rapport au syndicat mixte qui a que quelques salariés, on peut avoir des dizaines de bénévoles qui vont nous aider à aller constater l'état des sentiers, en trouver d'autres, etc. Et c'est faire ressortir cette dimension participative. Le fil rouge, ce sera aussi le fait que cette instance de démocratie citoyenne, etc., est une force, un atout pour les élus de ce territoire parc. Itinérance, ça veut dire, disons, la création d'un réseau de sentiers et de voies, souvent des voies historiques, qui relie les différentes parties du parc. Sur ce maillage, on peut greffer, disons, un tourisme de séjour, un tourisme doux pour les communautés, disons, proches, mais également pour des touristes qui viennent de loin. Je pense que nous, il ne faut pas baisser la garde, et je pense que le Conseil de développement est légitime de demander à ce qu'on soit partenaire à côté et en plus du parc dans toutes les grandes études qui concernent les grands enjeux du parc. Ici, le Conseil de développement a un rôle très fort, j'ai trouvé, dès mon arrivée. Moi, je suis là depuis 4 mois, donc c'est encore récent, mais c'est un des éléments qui m'a frappé sur ce parc en particulier, ce rôle très affirmé du Conseil de développement pour promouvoir la participation du public, une démarche participative. Ici, c'est plutôt une réunion de citoyens qui font la promotion du projet de territoire auprès du public et qui font également qui mènent des actions pour promouvoir la participation de ces habitants dans le projet de territoire. Donc on est sur une démarche un peu originale, un peu différente de ce que j'ai pu voir dans d'autres conseils de développement.
Donc assez vite, je me suis retrouvée finalement à travailler sur la question de l'énergie. Et donc assez vite à travailler avec le conseil de développement voilà, sur cette question-là, puisque eux, en tant que relais avec les habitants, avaient aussi fait remonter ces problématiques énergétiques, notamment autour du projet d'éoliennes. Le conseil de développement va être saisi pour essayer de régler ces questions-là, de mettre en débat la question qui préoccupe les gens. On est pour l'éolien ou on est contre l'éolien, etc. Et ils le font de manière assez intelligente en disant si on reste sur la question de l'éolien, on ne va pas s'en sortir. Il faut penser plus large. Pour qu'on ait une sortie vers le haut, il faut penser un peu plus large là-dessus et poser la question non pas à l'échelle des projets éoliens sur telle et telle commune, mais poser la question plutôt de l'énergie dans notre territoire. Et on a là deux intérêts généraux contradictoires. L'éolien, d'un côté, c'est intéressant parce que c'est de l'énergie alternative. De l'autre côté, c'est la beauté des paysages et la protection de ces paysages et de cet environnement qui est aussi un intérêt général inscrit au cœur de la charte du parc. Comment ces deux intérêts généraux-là sont en conflit, entre guillemets, et donc comment le conseil de développement va mettre en place un espace où on va pouvoir argumenter, essayer d'avoir une approche plus objectivée qui dépasse les conflits, les rumeurs, les clichés, les conflits d'intérêts, pour essayer justement d'avoir des préconisations plus fortes. Ouais, il faut. Allez, zou. Zou. Va à droite là-bas. Va devant. Stop. Donc on a démarré directement en bio. Donc on s'est lancé dans la production de viande bovine. À droite là-bas. On fait naître les veaux dehors et ensuite on les commercialise à l'automne. Voilà, ils ont 5-6 mois, maximum 6 mois. Et après on découpe et on vend en particulier. Pour moi, le projet, il est dans le développement, il est dans la diversification des productions, maintenir des familles qui vivent de l'agriculture. Aujourd'hui, il y a une grosse démocratisation de l'agriculture avec des citoyens qui s'appliquent dans la consommation, dans le maintien, dans le rachat de terres, notamment en ce qui nous concerne Terre de Liens. Avoir la conscience de l'activité économique de proximité, enfin quoi. Enfin, si ça c'est pas à soutenir, personnellement si c'est pas à soutenir, mort aux vaches quoi. Vendra, pied. Voilà, c'est bien, au pied. C'est à nous maintenant d'avoir des idées, de travailler avec les élus, de travailler avec des financeurs, de travailler avec les gens du parc pour monter des projets. C'est reconnu intellectuellement que l'agriculture biologique apporte des réponses positives sur le territoire où elle se développe, par rapport à la vie, par rapport à la biodiversité, par rapport à la vie des sols, par rapport à énormément d'éléments. Elle a des retournements très positifs sur l'eau, sur le sol, enfin sur tous ces aspects-là, sur l'air aussi. Ça, c'est reconnu. Mais aujourd'hui, il y a encore un grand pas à faire, c'est faire en sorte que toutes les institutions qui l'ont reconnu d'une manière intellectuelle mettent en œuvre les outils pour qu'elle se développe d'une manière, comment je veux dire, dans un contexte calmé, serein. L'enjeu du parc aujourd'hui, c'est de s'apercevoir que sur le territoire, il y a des gens qui depuis 30 ans travaillent et réfléchissent. Et donc, mon expérience aujourd'hui, moi l'expérience à travers l'association Terre de Liens, à travers tout le temps où j'ai passé dans les structures de développement de l'agriculture biologique, je suis en capacité de les porter. Mais si on met en place un outil de réflexion dans lequel
on ne laisse pas la place aux gens du territoire de pouvoir apporter cette expérience qu'ils ont acquis sur 30 ou 40 ans, ben c'est une erreur fondamentale. Depuis 4 ans, je suis rentré au conseil municipal de Val-de-Roure et je suis élu au parc naturel régional des Préalpes d'Azur. L'élu, la politique, essaye de changer, il doit changer par rapport à son mode de fonctionnement. Voilà, parce qu'il y a d'autres attentes des habitants, où on ne doit pas avoir d'a priori, on doit apprendre à travailler avec un conseil de développement, on doit pouvoir attendre, écouter le milieu associatif, le milieu professionnel. On a des élus qui connaissent le conseil de développement, qui sont plus impliqués. On a des élus qui sont plus impliqués dans la vie du parc de manière générale et d'autres qui sont plus éloignés. Pour ceux qui sont plus impliqués dans la vie du parc et qui ont l'occasion de travailler avec le conseil de développement, ce que je peux noter en termes d'enseignement sur l'histoire de ce conseil de développement, c'est qu'on est passé quelque part d'une certaine méfiance à une certaine confiance. Je crois que le conseil de développement a su, justement par son positionnement très spécifique, dire on est là pour faire animer un dialogue sur le territoire, pour faire surgir des sujets qui sont des préoccupations fortes, pour amener des propositions constructives dans une volonté d'intérêt général du territoire. Ils ont réussi à convaincre, je crois, progressivement, une partie des élus qui sont impliqués dans le parc. Et ils ont un message très cohérent, à la fois sur qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel régional, quelles sont les ambitions d'un parc naturel régional, et aussi sur comment travailler avec les élus, vous qui êtes des habitants ou des acteurs associatifs, etc. Les élus qu'on a pu rencontrer dans le travail d'évaluation qu'on a mené, qui connaissent le parc, sont très satisfaits du travail mené par le conseil de développement. C'est un point notable. Je suis très satisfait, très satisfait de ce qui s'est passé depuis 30 ans sur le territoire, sur les relations établies sur le territoire et sur le discours qu'on peut tenir sur ce territoire aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on arrive à établir une relation de confiance, c'est quelque chose d'extraordinaire.